Vous êtes-vous déjà demandé si le tarot était bien plus qu'un simple jeu de cartes ? Rejoignez-nous pour un webinaire exclusif avec Moreno Fasari, tarologue de renom, formé par Jodorowsky, qui vous révélera comment le tarot peut devenir un miroir de votre âme et transformer votre vie. Découvrez les secrets de votre inconscient, apprenez à lire les cartes sombres, comme la mort ou le diable, et participez à un atelier pratique en direct. Inscrivez-vous maintenant. Les places sont limitées. Le lien est dans la description ou en haut à droite de votre écran. Ne ratez pas cette opportunité unique de percer les mystères du tarot. 1% des maladies sont dues à nos gènes, 90% à notre mode de vie et au stress. Donc, ma logique était, de toute façon, j'ai tout perdu. De toute façon, je n'ai pas de métier ou de statut qui m'empêche de dire ou de faire ce que j'ai envie de faire. Donc, je vais me prendre comme cobaye et je vais y aller à fond. Chers amis, bienvenue, nouvelle rencontre avec celle qui est installée sur les canapés et vous allez très attentivement écouter son histoire et je suis très heureux de la recevoir. Elle se prénomme Sophie Nice qui est invitée. Bonjour Sophie. Bonjour Marc. Vous allez bien ? Oui, très bien, merci pour votre accueil. Vous êtes inclassable. Et vous savez quoi ? Autant, et je le montre à chaque fois, vous voyez, voilà, ça c'est une préparation de fiche d'émission, autant on a une trame, oui. Autant je ne sais absolument pas par où commencer. Parce que quand je dis que vous êtes inclassable, évidemment, il y a des titres, évidemment, il y a des étiquettes qu'on aime mettre en France particulièrement, et on va comprendre pourquoi je parle de la France, puisque votre dimension est plus internationale même. Mais on parle de profiler, on parle de chercheuse, on parle de programmation, de reprogrammation, on parle d'épigénétique, on parle de tout cela. Comment est-ce que vous clarifiez ? Je crois que je clarifie en discutant tout simplement parce que tout ça, ce sont de grands mots. Ouais. Parce qu'en effet, la France aime bien ça. Et puis, c'est pas une critique, c'est pédagogique aussi. Les gens ont besoin de savoir ce qu'ils vont chercher, ce qu'ils vont trouver ou découvrir. Donc, j'ai évidemment mis beaucoup de temps à trouver un champ lexical qui soit le plus proche possible de ce que je fais. Et à la fois, je n'ai rien inventé. Je fais la même chose que plein de gens font, qu'on fait tous, consciemment ou pas. Alors, pour essayer de vous identifier, vous n'êtes pas thérapeute ? J'ai été thérapeute, mais je me considère plus comme une mécanicienne et une expérienceuse. Et alors, ce mot profiler, d'abord, vous dites pas profileuse, vous dites profiler ? Oui, j'ai même pas réfléchi, c'est mes clients. Bon. C'est mes clients qui mettent ça dans mes contrats. Profiler alchimiste. Alors, j'imagine dans un dîner, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Alors, vous allez bien, Sophie ? Bah oui, alors qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis profiler alchimiste. Parfois, je réponds que je suis comptable. Pour ne pas avoir parlé de tout ça, ouais, ça arrive. Ah oui. Ça dépend de mon mood de ce moment-là. J'ai pas forcément envie de rentrer dans le détail parce qu'on n'a pas toujours envie de travailler. Après, je me dévoue pas, c'est pas ça. Si je dis profiler, c'est parce que mes clients sont principalement des hauts dirigeants et que le terme de clairvoyant est gênant pour eux. Mais on va pas se dévoyer, justement. Je suis médium, donc je suis clairaudiente et je pose des questions, je reçois les réponses. Je me branche sur un nom et je reçois toute une cartographie de cette personne. Alors, quand vous parlez évidemment des hauts dirigeants, vous parlez des grandes sociétés CAC 40, Ouais. vous parlez même du système bancaire, on va y revenir, du domaine du luxe aussi. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui encore ? Oui, encore. Mais ça fait quelques mois que j'arrête mes contrats petit à petit parce que je sens l'appel depuis plusieurs années de faire du grand public et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Parce que mon rôle est de transmettre et d'expliquer, de montrer que ce que je pratique, tout le monde peut le faire. Ça, c'est très important. Et que vous avez d'abord expérimenté sur vous. Alors, complètement, et de A à Z. Qui vous a sauvé la vie. Oui. On peut dire ça comme ça. Oui, on peut le dire. Et je pense que je me suis sauvé la vie avec du courage. Et de la reprogrammation, vous dites. Oui, parce que j'aurais pu ne pas le faire, mais j'ai senti que c'était... j'avais pas de nom, j'avais pas de terme. Je suis tombée malade et j'ai senti qu'avant de prendre des médicaments, alors j'ai rien contre, je vais le dire dès le début, moi je suis pour la médecine intégrative, d'où mes recherches en épigénétique, puisque l'épigénétique est une science et c'est la médecine du futur. Donc je ne fais aucun clivage, bien au contraire, et aucun prosélytisme non plus. J'amène cette histoire, qui est l'expérience que j'ai traversée. Je me suis reprogrammée en entier d'une maladie génétique dégénérative et incurable. Ce qui m'a amené ensuite à le faire sur plus de 8000 consultants jusqu'à arriver aux dirigeants qui m'ont embauché là pour
travailler sur des égrégores et des équipes de beaucoup d'employés. Tu te souviens de la libération de Marc en direct sur le plateau d'ABC Talk ? Je sais pas très bien. Je me suis purée. Ça m'a pas mis bien du tout. Je te jure, j'ai sué. Marc, tétanisé, rien qu'à l'idée de monter dans un avion. En direct, sous les yeux de tous, sa phobie est tombée, nette, définitive. Vraiment, j'étais pas bien du tout. Ouais. Il y a 2 minutes là, tu m'as défoncé la tête. Je sais plus. Ce soir-là, en quelques minutes, il a été libéré. Et cela a littéralement marqué les esprits. Et si c'était ton tour ? Tu arrives avec tes peurs, celles qui te bloquent, celles qui t'étouffent, celles qui te freinent, qui te font tourner en rond. Et tu repars sans aide. Total Reset, c'est pas une conférence ni un atelier. C'est vraiment une expérience de déprogrammation profonde. Une libération grâce à la fulgurance de la méthode Deeply, dont nous sommes les créateurs. Une réinitialisation inédite qui agit sur les causes inconscientes et sur les symptômes. Tes peurs, tes traumas, tes limites. Un saut quantique intérieur orchestré par la team Deeply, là où tout se réinitialise. Les peurs qui te paralysent, les blocages qui t'empêchent d'avancer, les doutes qui t'éloignent de ta vie rêvée. Une libération de tes prisons invisibles. Et c'est ça, Total Reset. Tu entres avec tes peurs, tu ressors libre, léger, reconnecté à ta puissance. Viens vivre le reset que ton âme attend depuis trop longtemps. Les places partent vite, inscris-toi maintenant, parce qu'après Total Reset, tu ne te reconnaîtras plus. Alors, on va voir, évidemment, c'est vrai que c'est un peu plus smart que de dire un profiler alchimiste pour un PDG du CAC 40, plutôt que de dire je vais aller consulter ma médium pour savoir si éventuellement... Hein, oui, ça passe un peu mieux, je pense. Hein, Alors, certainement pour eux, moi, j'ai pas de problème avec ça, mais surtout que je fais pas de voyance sur l'avenir, c'est pas mon... Je fais vraiment du profiling. Ouais, je donne le profil des gens dont on me donne les noms et des situations aussi. Alors, on va voir justement, et c'est toujours la question qu'on se pose, ceux et celles qui nous regardent, ont parfois envie et besoin dans la vie d'être accompagnés par des coachs, des thérapeutes, des accompagnants de vie, etc. Et la première question qu'on se pose, c'est quelle est la légitimité à telle ou telle personne qui vient s'installer sur les canapés, de se présenter et de dire « moi, je peux vous aider ». Oui. Et je peux éventuellement, de par mon parcours de vie et ma façon d'être et mes facultés, je peux vous accompagner dans votre parcours de vie. Alors vous, quand j'ai vu l'histoire, je me suis dit « il faut qu'on raconte cette histoire » parce qu'elle je dirais qu'elle est la trame qui justifie. Oui, complètement. Ce que vous êtes et ce que vous avez envie de faire aujourd'hui. Et je ne viens faire rien d'autre que ça, finalement. Ouais, c'est un récit, c'est un témoignage qui m'a permis de développer un métier, certes, et que je pense que tout le monde peut faire. Et vraiment, j'insiste là-dessus, parce qu'on stigmatise la médiumnité, les guérisseurs, etc. Moi, je pense qu'il n'y a pas de don. Je crois qu'on arrive tous avec les mêmes capacités. C'est pour ça que j'ai dit faculté. Oui, faculté, exactement. Et on les développe ou pas. Et comme dans notre société occidentale, on ne nous a pas appris à faire ça, il n'y a pas d'école. Et c'est un peu ce que je me propose de faire, mais pas seulement moi. Tous les gens qui traversent les expériences alchimiques en immersion que je propose, ce sont des gens qui, après, vont eux aussi faire traverser leur propre expérience. Alors, voyons votre histoire. Vous êtes issu alors ça c'est un très beau mélange si je puis dire, hein. Papa surf australien, surfeur hippie australien, maman qui est plutôt du côté de la bourgeoisie, aristocrate, philosophe française. Oui. Ça fait un joli mélange. Oui. Bon, voilà. C'est le mien en tout cas. C'est le vôtre. Et vous grandissez dans cet univers-là, et même dans un univers extrêmement cartésien, parce que si on remonte jusqu'à votre grand-père et vos oncles, ils sont dans un univers très scientifique. Alors oui, j'ai des oncles qui sont directeurs de recherche au CNRS et à l'INRA, notamment un qui était directeur de recherche en physique des particules, qui m'a beaucoup enseigné, même si je ne suis pas du tout une scientifique, hein, mais il m'a aidé à comprendre comment ça fonctionne. Ces grands scientifiques partent du principe que tout est possible. Sinon, ils ne cherchent pas. Sinon, leur recherche est limitée. Donc déjà, c'est la première chose que j'ai apprise, c'est le bain dans lequel j'ai évolué. Est-ce que ces scientifiques-là étaient partisans du « je ne crois que ce que je vois » ou « je ne pense et je ne crois que ce qui se prouve » ? Non, ça c'est la physique matérialiste et rationaliste. Ouais. Et c'est jeune finalement.
Donc non, ça va beaucoup plus loin que ça. Et mon grand-père a créé la première société d'homéopathie vétérinaire en France. Donc c'est de l'homéopathie, mais il y avait une ouverture d'esprit. J'ai grandi dans ce milieu de recherche où il y avait... Cartésien, c'est pas le terme pour moi. D'accord. Il y avait une envie de comprendre ce qu'on vit, quelle réalité on est en train de vivre. Et dans la réalité, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. Et l'invisible est visible. Bien sûr. Et la première existe. chose qui est invisible, c'est l'amour qu'on a les uns pour les autres. C'est vrai. C'est les images qui vont de la boxe à la télé. Il y a plein de choses qui sont invisibles à l'œil nu. Donc, vous grandissez dans cet univers-là. Vous allez très vite être détecté HPI et TDAH. Bon, alors ça, évidemment, c'est une petite parenthèse parce qu'en ce moment, il y a une espèce de vague de phénomènes. Tout le monde est TDI, tout le monde est TDAH. Je pense qu'on ne les voyait pas avant. Oui, sans doute. Vous allez grandir, vous allez évoluer professionnellement dans un univers, là aussi, de luxe, bancaire, finance, et tout cet univers-là. Oui. Jusqu'à ce que ça craque. Alors non, pas du tout. Non ? J'ai été malade avant. Ah, avant ? Oui. Ok, je pensais que c'était pendant. J'étais directrice artistique. Ah oui, c'est vrai, le fameux hip-hop, là. J'étais activiste dans la Zulu Nation. La Zulu Nation, mais oui, c'est vrai, c'est ça, pardon. Peace, love, unity, having fun. Donc j'ai travaillé pendant 15 ans avec des artistes dans l'alternatif entre Paris et New York. J'avais des compagnies, un studio d'art alternatif aussi, avec des graffeurs, des DJ, des danseurs de rue. Et je suis tombée malade au bout de 15 ans de carrière. C'est ça. Voilà. Et donc, vous tombez malade. Alors, physiquement, c'est ce que vous êtes diagnostiqué avec la spondylarthrite ankylosante, oui. Foudroyante, c'est comme ça qu'on l'appelle. Je suis diagnostiquée il y a au bout de 6 différents mois. degrés de spondylarthrite. Alors oui, mais c'est une maladie qui n'est pas très bien connue aussi, C'est qui est assez individuellement ressentie. Même les médecins s'en rendent compte. Ouais. En tout cas, pour ma part, c'était la première grosse douleur. C'était marrant, le 31 décembre 2012, à minuit 30. Et j'étais dans un chalet d'altitude à Megève où je travaillais avec ma compagnie. Et j'ai senti la première flamme qui arrivait dans ma jambe. Une semaine après, j'étais en béquille. Je pouvais plus marcher. Et on a mis 6 mois à me diagnostiquer. Donc, ces 6 mois ont permis de faire aller la compagnie, l'école, le studio, tout ce monde qui gravitait jusqu'au bout d'une année scolaire. Et le jour de mes 35 ans, le directeur du CERS, c'est le Centre européen de rééducation sportive, qui est à Cabreton, donc là où j'habite, à Osgore, m'a appelé pour me dire que c'était une spondylarthrite. Et je lui ai demandé tout de suite si j'allais mourir. Et il m'a dit non, c'est génétique, dégénératif, incurable, mais vous n'allez pas mourir. Et vous allez être en fauteuil roulant. Parce que ça ne se soigne pas. Parce que ça ne se soigne pas. Ça s'apaise. Il y a des traitements, oui, voilà, il y a des traitements anti-inflammatoires, mais déjà les danseurs, on n'en prend pas. Anti-TNF, ce sont des injections aussi toutes les semaines. Et vous refusez tout ça? Moi, au début, je me dis, il faut quand même que je comprenne pourquoi, je vais le dire vraiment comme je l'ai pensé, la vie n'est pas une garce au point de couper les jambes d'une danseuse sans raison. Et justement, parce que j'avais été élevée dans un milieu où on réfléchit, et notamment ma mère, m'a beaucoup appris à me poser les bonnes questions. Je me suis dit, je vais prendre un peu de temps pour me poser, parce qu'il y avait un business à liquider, on avait 1000 élèves par semaine, c'était énorme tout ça. Et dans ce temps-là, je me suis dit, il faut que je comprenne pourquoi ça m'arrive déjà, donc il faut que j'écoute mon corps. Alors j'ai tout perdu, les élèves, le business, j'ai perdu mon fiancé aussi, parce que la maladie nous a séparés. Et là je me suis dit, qu'est-ce que j'ai pas fait qui m'intéressait avant, quand j'étais adolescente, et que j'ai pas eu le temps de faire parce que ma carrière a commencé très tôt. Et donc j'adorais Joël de René quand j'étais ado. Donc là je suis allée sur Internet, j'ai regardé sur YouTube son dernier interview, ça durait 3 minutes, et là il parlait d'épigénétique. Et je vois épigénétique, la médecine du futur. Donc je clique, et 3 minutes après, ça avait complètement changé ma vie. Parce que j'ai compris. Il y a quelqu'un qui me disait que je pouvais agir sur cette maladie. Les médecins m'avaient dit, cette maladie est présente sur un antigène qui contient 9 autres maladies. Et si elle se déclare, ça fait très mal. Et cet antigène, pour qu'il déclare une des maladies, il doit vriller
C'est pour un problème psychologique, un trauma, psychologique ou physique. C'est ça. Émotionnel ou... Voilà. voilà. Et je me suis dit, si je l'ai février dans un sens, je suis mégalo, hein, clairement, je l'assume, j'ai toujours été comme ça. C'est ce qui m'a permis de faire cette carrière de danseuse qui a été incroyable et qui m'a permis de faire tout ce qu'il y a dans ce livre aussi. On va en Enfin, parler, dans le premier, ouais. Donc je me suis dit, je vais prendre l'épigénétique au pied de la lettre. Je vais tout appliquer, puisque le principe de cette science, c'est que on peut agir sur nos comportements. Et je vais tout appliquer le plus possible. On peut agir sur nos comportements et par voie de déduction ou par rayonnement collatéral, agir sur la maladie? Oui, voilà. 1% des maladies sont dues à nos gènes. 90% à notre mode de vie et au stress. Donc, ma logique était, de toute façon, j'ai tout perdu. De toute façon, je n'ai pas de métier ou de statut qui m'empêche de dire ou de faire ce que j'ai envie de faire. Donc, je vais me prendre comme cobaye et je vais y aller à fond. L'épigénétique, c'est le comportement, c'est par rapport à 5 piliers. Et si ces 5 piliers sont en synergie, je vais pas faire un cours de physique, c'est pas mon métier, mais en tout cas, la synergie de ces 5 piliers fait qu'on peut faire modifier l'évolution d'une maladie. C'est ce qui m'est arrivé. Hein. Aujourd'hui, est-ce qu'on va évidemment rentrer dans le détail? Aujourd'hui, comment ça va? Aujourd'hui, je fais 2 heures de sport tous les jours. C'est réglé? Ouais. Est-ce que vous êtes un cas pour la science? Je ne sais pas encore. Je pense que je ne suis pas la seule qui a réussi à réguler sa spondylarthrite. J'ai quand même une maladie en sommeil. Donc au scanner, il n'y a plus rien. Mais récemment, il y a quelques mois, j'ai senti à nouveau des douleurs. Donc je sais qu'elle est par là. Donc ça veut dire que vous réajustez au fur et à mesure? Exactement. À chaque fois, je prends ça comme je sais plus comment ça s'appelle, mais excusez-moi, ça m'émeut aussi parce que à chaque fois, c'est des moments qui peuvent être difficiles. C'est sûr. Parce que pour moi, tout est possible, je peux tout me permettre et parfois, clac, le corps il dit non, ça non. C'est un rappel à l'ordre. Voilà, merci. Donc c'est mon corps qui décide, mais comme il est relié au reste, à chaque fois, ça me demande une nouvelle introspection. Donc régulièrement, depuis 12 ans que c'est arrivé, j'ai des phases d'ermitage, puisque j'ai une maison dans les Landes, donc à Osgore, entre forêt et océan, où j'ai pas de voisins, et régulièrement, je commence un ermitage où je vois plus personne. Je me mets en silence, et là, je re-questionne. Je questionne, et j'ai mes réponses. Et ce sont des phases de méditation profonde? C'est plus que ça, hein. C'est une philosophie de vie, oui. Ouais. Je vais vous donner un exemple. Quand j'ai commencé l'épigénétique, j'avais pas de culture spirituelle, hein, du tout. Hein. Et je me disais à moi-même, je parlais à mon système tous les jours, et je lui disais, je suis en train de marcher en bonne santé sur une plage, dans le sable. Parce que le sable, c'était plus possible non plus. Donc je m'imaginais, je visualisais ça. Et comme dans l'épigénétique, on doit faire attention à tout ce qu'on ingère, pas que la nourriture, hein, mais aussi les émotions des autres. On parle de relations toxiques, etc. J'ai tout coupé. Je me suis mis en ermitage total. Et en silence, pour le coup. Parce que si une musique a été composée par quelqu'un qui est en dépression à ce moment-là, je viens gérer. Au secours. Donc j'ai accepté d'être en hypersensibilité. J'ai tout ouvert. Et j'ai fait attention à ce que j'ingérais. Et un jour, j'ai entendu dans ma tête la douleur que tu as dans la hanche, là, parce que je prenais toujours pas d'anti-inflammatoire, donc je souffrais toute la journée. J'entends la douleur que tu as dans ta hanche là en ce moment, c'est ce que tu n'as pas réglé avec ton père. Et ça m'a énervée. Moi, je ne savais pas si j'étais folle ou pas. À ce moment-là, j'étais tellement dans un état catastrophique. Ça m'a énervée parce que mon père était reparti en Australie depuis 10 ans. Je l'avais appelé plusieurs fois. Il ne m'avait jamais rappelé. Il ne m'avait jamais trop vu enfant parce qu'il était embrumé. C'est le terme que je vais employer. Donc ça m'énerve, mais cette maladie est inflammatoire, donc si je m'énerve, j'ai encore plus d'inflammation. Ouais, oui, donc j'étais dans un cercle vicieux, je passe une nuit là-dessus et le lendemain, mon père m'appelle. Si ça, c'est pas une synchronicité. Voilà, donc le Wi-Fi universel est quand même incroyable. C'est ça. Et je pense que c'est arrivé à tout le monde de penser à quelqu'un et qui se manifeste dans l'heure ou dans le jour, dans la journée ou dans la semaine. Et il me dit, j'ai appris que tu étais malade par ta mère. Moi, ça va mieux, viens en Australie, il faut qu'on se parle. Donc je lui dis, mais j'ai pas d'argent, je suis malade, j'ai mal, je peux pas. Et j'avais ma petite voix dans la tête qui me disait, si, je t'en ai parlé hier, donc tu y vas.
Et j'y suis allée. Et il s'est passé plein d'autres choses derrière. Donc vous partez en Australie. Mais alors, juste sur ces phases d'introspection profonde qui ressemblent un petit peu, et on n'est pas obligé d'aller à des milliers de kilomètres, une sorte de vipassana perso que vous imposez quelque part. Oui. D'abord, vous l'imposez ou vous en ressentez véritablement le besoin ? Je crois qu'il y a un peu des deux. Parce que 15 ans de carrière en tant qu'artiste, où ça marche, vraiment ça marchait. D'ailleurs, je pense que mon choc psychologique, il a été là. C'était trop. On travaillait trop, tout le temps, beaucoup de monde. 200 élèves tous les soirs, la semaine, le week-end des shows. Donc je crois qu'une période de calme était nécessaire. Mais ça s'appelle des vacances, normalement. Là, c'est un stop radical. Oui, voilà. Et comme par hasard, la hanche. Oui. Qui, pour une danseuse... Oui. Et comme par hasard, le psoas-iliaque, qui est le muscle de l'âme. Mais tout ça, je ne savais pas, moi. Je me suis renseignée après. Et ce qui a été drôle dans mon parcours de découverte, c'est que au fur et à mesure, je créais des techniques pour moi, pour mon épigénétique. Notamment, je me disais, bon, il faut que je respire. Allez, comment je peux respirer pour me faire du bien au dos ? Donc, je me suis inventé une technique en circulation, comme ça, en cercle. Jusqu'au jour où je rencontre par hasard une prof d'alchimie taoïste qui me fait faire un exercice de respiration, qui me dit, ça s'appelle l'orbite microcosmique. Je lui dis, mais je fais déjà ça depuis longtemps. Donc, j'emploie rarement le mot karma parce que je pense qu'il est large et presque édulcoré maintenant. En tout cas, toujours pareil, c'est un souci pédagogique par rapport à notre société. Mais en tout cas, j'ai compris assez rapidement que j'étais arrivée dans cette existence avec des informations et des ressources, des savoirs, des connaissances qui étaient déjà engrammées en moi. Et que ça m'arrivait pour que probablement je les réveille. Ce qui m'étonne toujours, et la vie nous étonne en permanence, et moi je m'interroge toujours, comment se fait-il que cette vie vous impose ça, en tout cas ce corps vous rappelle à l'ordre, alors que vous étiez si heureuse dans ce... Enfin, vous censez être manifestement très heureuse dans cet épanouissement, dans cette école, dans cette danse, dans le fait d'être dans cette effervescence, show business, le côté artistique, etc., etc. Pourquoi la vie en décide autrement ? Alors déjà, c'est un cadeau, cette maladie. Clairement. Et j'étais pas heureuse. Je réussissais, c'est pas pareil. Et j'étais autodidacte, tout me souriait. Mais je n'étais pas heureuse, j'étais pleine de colère, sinon j'aurais pas eu une maladie inflammatoire. J'avais pas réglé ce que j'avais réglé avec mon père, j'avais plein de choses à faire. Et je vous ai dit, je fais aucun prosélytisme, j'impose jamais mes croyances. Mais puisqu'on est là, dans l'intimité, dans mes croyances, il y a le fait qu'on a un contrat d'incarnation. Et ma place n'était pas dans un studio de danse indéfiniment. Ma place, c'était petit à petit d'aider ces gens, ces 8000 consultants que j'ai eus à se reprogrammer, d'aider ces dirigeants aussi probablement à réinjecter des savoirs ancestraux comme l'alchimie au cœur de leurs réflexions. Le profiling, c'est pareil, on y reviendra peut-être, je sais pas, mais j'ai une éthique, donc mon travail est de créer des stratégies relationnelles vertueuses pour que les gens se comprennent mieux. C'est pour ça que je fais des profils. Donc les dirigeants qui font appel à ce type de méthode, ce sont pour moi des gens qui font évoluer la société et qui font leur part dans le bien commun, dans l'évolution de l'espèce. Donc j'ai compris très vite que ma place, c'était pas la danse pour toujours, c'était ce que je suis en train de faire ici avec vous. Donc vous mettez en place votre propre protocole puisque vous parlez de reprogrammation épigénétique. Et c'est là où c'est intéressant, on va voir de quelle manière vous avez fait ça. Mais est-ce que il y a dû y avoir les balbutiements, c'est-à-dire vous avez dû démarrer sans trop savoir où vous alliez, quelle était la méthode. Effectivement, vous vous plongez dans l'épigénétique, vous sans doute lisez, regardez beaucoup de choses qui se disent à droite à gauche. Mais comment vous mettez en place votre propre... Ah, mais ce que je fais avant tout et surtout, c'est d'expérimenter. Oui, bien sûr. Du matin au soir et du soir au matin. Donc l'épigénétique, il y a 5 piliers, gestion du stress, ce que j'ingère, la qualité de mes relations,
Alors, ils disent l'exercice physique, mais comme je pouvais pas bouger, il a fallu que je trouve autre chose. Donc, je me suis dit comment je peux permettre à mon corps de danseuse, qui était quand même ma source de plaisir au quotidien et de partage, comment je peux trouver un espace, un endroit où mon corps va se faire du bien, va recevoir ces sensations, ces vibrations, ces extases. Parce que quand on danse en groupe, on peut aller très très loin dans l'extase. Et c'était tous les jours pour moi. Donc, j'ai trouvé mes tips. J'allais beaucoup dans l'eau. Donc à la balnéo, je prenais des bains interminables avec des fréquences hertziennes parce que il y avait un chorégraphe de l'Opéra de Paris un jour qui nous avait dit en formation, quand vous avez trop dansé dans la journée, quand vous avez mal, mettez des efferalgans dans le bain le soir, ça va passer par la peau. Donc je me suis dit, les fréquences hertziennes, c'est pareil, ça va passer par l'eau. Donc, je me faisais tout mon petit truc et j'ai expérimenté plein de choses comme ça. Et aller voir mon père en Australie et connecter avec mes racines, rencontrer ma famille et passer des heures et des heures et des heures à parler avec mon père, à me promener avec lui, à me retrouver sur les plages à surfer avec toute ma famille. Voilà, je spoil un peu le truc, mais un jour, mon cousin me dit, on était le jour de Noël et tout le monde surfait dans la famille. Et un jour, il me dit, j'étais avec ma canne, j'arrivais quand même à marcher un peu dans le sable. Et il me dit, mais monte sur le surf, tu vas voir, ça va être bien. Je dis, mais ça va pas, regarde, j'ai une canne. Et vraiment, hein, je vous jure, il a ramené son surf, c'était des petites vagues débutantes. Il a ramené son surf, il m'a dit, monte à genoux dessus, donne-moi ta canne. J'ai mis mes 2 genoux sur le surf, pas sûr du tout de ce qui allait se passer. J'ai lâché ma canne. Et là, il m'a dit, je te pousse, tu vas voir, profite de la glisse. Et de ce jour-là, j'ai commencé à surfer. Et j'ai repris ma canne. Et j'ai marché dans le sable. La vision, elle était vraie. Et j'ai même oublié ma canne en Australie. Je suis rentrée sans. Incroyable. Ouais. Bon, je me suis dispersée dans votre... Non, mais c'est assez incroyable. D'abord, qu'est-ce qui joue ? C'est l'instinct de survie ? Ou est-ce parce que vous vous dites, de toute façon, j'ai pas le choix ? C'est soit ça, soit effectivement, je vais droit dans le mur avec ce que me disent les médecins en disant vous terminerez dans un fauteuil roulant. Ou est-ce que vous vous dites autre chose et que vous avez envie effectivement ensuite de proposer ce que vous allez faire sur vous et étudier sur vous à d'autres ? Ah non, j'y ai jamais pensé à ce moment-là. On n'y était pas à ce moment-là. Pas du tout. Non. Non, puis moi, j'avais rien à faire là-dedans. C'était pas mon métier, c'était pas mon milieu. Moi, j'avais pas de lendemain, de toute façon. Donc, je suis pugnace de nature et j'ai grandi dans un environnement familial. Je vais faire attention à ce que je dis parce que je tiens vraiment à ne pas blesser qui que ce soit, préserver ma famille. Mais en tout cas, pour moi, ça a été l'expérience de la douleur, de la pugnacité, du courage, de la foi et de l'imprévisibilité au quotidien. Donc, la sécurité forge. J'avais pas traversé tout ça pour m'arrêter là. Et moi, je rêvais d'avoir un enfant. Et les médecins, à ce moment-là, m'ont dit, bon, là, on va arrêter d'y penser. Hein. Puis plus de fiancés, j'avais déjà 35 ans. Bon, donc non, c'était la force de vie, je crois. Et je sentais quelque chose, et je vous l'ai dit tout à l'heure, que j'avais touché cette extase que je touchais grâce à la danse. Ces moments de joie qui montent, là, quand on est tous dans une salle et que on a envie de crier de plaisir parce qu'on s'arrache dans une choré et qu'on est bien. Et ben cette sensation-là, elle existait en moi. D'ailleurs, les tantrikas, les alchimistes taoïstes, ils connaissent ça puisque c'est ce qu'ils nourrissent au quotidien. Sauf que pour moi, c'était le plaisir de vivre. Voilà. Décrivez-nous le sentiment que vous avez eu du fait de partir avec une canne en Australie pour aller retrouver votre père, de faire ce séjour-là et de revenir sans cette canne. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là ? Vous voyez inévitablement l'évolution. Vous voyez que même si la douleur est encore là, et vous voyez que vous pouvez effectivement marcher sans cette canne. Donc c'est qu'il y a une évolution. Ah oui, et la douleur est quasiment inexistante déjà à ce moment-là. Qu'est-ce que vous dites ? C'est assez paradoxal parce que la première sensation que j'ai eue, et je vais en parler pour plein de femmes, je pense, qui vont regarder cette émission, quand je suis arrivée à Roissy, au retour de ce voyage,
où je sortais d'une autre dimension. En plus, ma famille vit à Engaree, c'est un hameau, c'est un spot de surf où on est il y a personne, il y a des kangourous dans le jardin. Je vivais dans une caravane. J'étais complètement dans une autre vie. Donc, je suis arrivée les cheveux comme ça, la peau cramée, sans canne. Et là, la première sensation que j'ai eue, malheureusement, c'est la jalousie. Je n'étais plus handicapée. Tant que j'avais une canne, les gens avaient de la bienveillance vis-à-vis de moi. Voire de la compassion. Ouais. Et là, je n'avais plus ça. C'est la première chose qui m'a frappée. Wow. Donc, j'ai compris que le travail n'était pas terminé. Et il y a une personne qui m'a beaucoup aidée, c'est une assistante sociale de la CPAM, qui m'a dit on met les gens en affection longue durée pendant 5 ans parce qu'on considère qu'ils mettent un certain nombre de 2 ans, 3 ans à se guérir physiquement, mais que derrière, le travail psychologique commence quand le corps va mieux. Donc, on m'a conseillé un ostéopathe à Biarritz, qu'on appelle Padre Kepa. C'est le premier déclencheur. Ouais. Un vieux guérisseur du Pays Basque. Voilà. Qui s'occupait de l'équipe de boxe là-bas. Donc, lui, il faisait des massages bien sportifs. Et une kiné, une copine me dit, va le voir, il va te faire du bien. Et on discute, je lui explique ce qui s'est passé. Donc, je lui dis, voilà, à chaque fois que j'ai entendu quelque chose dans ma tête, parce que ça, on ne l'a pas reprécisé, mais le message de mon père, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, quand tu as quelque chose qui vient dans ta tête, teste. Écoute. Et même, je jouais avec... parce que j'étais un peu rebelle. Donc, quand j'entendais, par exemple, ne va pas dans cet endroit où on t'invite à dîner, ouais, j'y allais quand même pour voir. Et résultat, je rentrais chez moi, fatiguée, parce que j'avais fait la poubelle de recyclage de quelqu'un qui allait pas bien pendant tout le repas, quoi. Moi, par exemple. Capter les émotions des autres. Exactement. Et apprendre à choisir. Parce que ce qui est bon quand on tombe malade, c'est qu'on n'a plus le choix, on peut plus faire le sauveur. On peut plus être dans le sacrifice. On est obligé de délimiter son territoire. Et ça a été d'une grande aide pour moi, qui était sauveuse, parce que j'ai grandi dans un environnement où mes donneurs de soins avaient besoin eux-mêmes de soins. Vous voyez ? Et Padre, il vous dit ? Donc moi, il me dit, bon, super, vous vous êtes reprogrammé. À l'époque, on venait de se rencontrer. Il est devenu mon père spirituel depuis. On se voit tout le temps et il m'aide beaucoup. Et il m'a dit, maintenant, vous allez le faire sur les autres. Exact. Et je lui dis, n'importe quoi. Je suis pas légitime. Qu'est-ce que je vais faire ? J'ai pas de méthode, j'ai pas fait de formation. Et il a vraiment tapé du poing sur la table. Il m'a dit, maintenant, ça suffit. Ayez l'humilité de la grandeur qui vous traverse. Prenez conscience Il ne s'agit pas de vous. Vous êtes un outil. Et c'est vrai que je ne priais pas parce que, comme je vous ai dit, j'avais pas vraiment de culture spirituelle, mais quand même, en tant que danseuse, j'avais une conscience de l'univers. Quand j'arrivais dans une salle, j'avais des danseurs qui venaient de s'asseoir pour commencer un cours. Je travaillais toujours en improvisation, donc c'était un choix aussi. Je captais l'émotion générale et je sentais sur quoi il fallait travailler. Donc j'étais guérisseuse déjà, mais je ne le savais pas. Donc voilà, il m'a dit, faut le faire. Je me suis dit, de toute façon, si c'est ma place, on va m'envoyer du monde. Puis j'avais plus un rond, moi, j'avais rien pour vivre. Donc je l'ai dit à 2 copines, qui m'ont envoyé 2 copines, et en 15 jours, j'étais complet. Et lui, je lui ai dit, mais qu'est-ce que je fais quand je vais avoir quelqu'un qui va venir pour que je l'aide ? Il me dit, tu l'assois, tu l'allonges, et puis tu demandes à l'intérieur de toi ce que tu dois faire, et tu vas le faire. Ok. Et donc, j'ai pas créé de méthode pour moi. Moi, je me suis juste rendue... Oui, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Quand je me voyais marcher sur le sable, je disais dans ma tête, je ferai tout ce que vous voudrez. Tout ce que vous voudrez, mais je veux remarcher, comme avant. Et là, vous vous en remettez à plus grand. Voilà, plus grand. Et les épreuves qu'on m'a envoyées, les initiations qu'on m'a envoyées depuis, ont été très trash. J'avais dit tout. Donc, je suis devenue un outil au service de pas de la guérison. Je pense que je suis un révélateur du processus de chacun. Aucun accompagnement médicamenteux ? Non. Je l'ai jamais dit. Non, c'est vrai. Rien du tout. Rien. Et les médecins que vous aviez vus au départ, oui, et
ensuite, quand vous revenez, vous ne revoyez pas ces mêmes médecins pour leur dire « Regardez ». Parce que ce serait quand même... Enfin, je veux dire... Oui, ce serait, mais ça veut dire que je rentre aussi dans une énergie de prouver, Je suis pas contre, mais je sais où est ma place. Ma place, elle est dans la transmission. Elle n'est pas dans un tribunal, elle n'est pas... vous voyez, non, mais sans être un tribunal. Oui, bien sûr. Mais simplement le fait de dire travaillons ensemble. J'aimerais bien. C'est complémentaire. Voilà. Et ce qui est valable pour moi doit être valable pour des millions d'autres personnes. Rendez-vous compte que là, au moment où on se parle, moi, je sors du bois. Hein. Ça fait 12 ans que je travaille en shadow pour des dirigeants. J'avais pas de site internet. J'étais vraiment cachée. Donc, j'ai pas eu l'occasion encore de... Je fais ma première émission aujourd'hui. Donc, peut-être que ce type de recherche, ça m'intéresserait, bien sûr. Et surtout avec une famille qui est au cœur de la recherche, pour le coup. Une enfant ? Oui. En Australie. Sur cette plage. Vous avez eu une enfant. Ouais. Et vous accouchez dans la forêt. En France. En France. Ouais. J'ai accouché à la maternité. Oui. Mais je reviens vous viviez, très vite dans ma forêt, seule avec mon enfant, puisque Ouais. c'est une autre épreuve que j'ai vécue, c'était pas prévu. Et je passe 1 an avec elle, à la maison, à faire mes consultations à distance. Parce qu'à ce moment-là, je fais beaucoup de consultations de particuliers ou de dirigeants, mais à l'heure. Et mon réseau... Alors oui, ça aussi, c'était une belle synchronicité. C'était qu'enceinte, je faisais des consultations chez moi. Et avant d'accoucher, j'ai demandé au système, au Wi-Fi universel, de m'envoyer que des consultations à distance pour quand même protéger mon bébé, l'énergie de ma maison. Je voulais plus recevoir chez moi. Et 1 semaine après que j'ai accouché, j'avais déjà des demandes et un réseau international qui s'est très bien goupillé parce que j'ai eu beaucoup de gens de Los Angeles. Et avec le décalage horaire, je pouvais travailler le soir quand je couchais ma fille. Et la journée, je passais ma journée en forêt avec elle, en poussette, parce qu'il fallait que je marche. Parce qu'on m'avait dit, si vous faites un enfant, vous risquez encore plus le fauteuil roulant. Juste après. Et là, en l'occurrence, j'ai dû la faire toute seule. Donc, j'avais beaucoup d'épées de Damoclès sur le dos, là. Est-ce que vous vous rendez compte ? Évidemment que vous vous en rendez compte, mais tout le monde vous préconise l'inverse. Oui. Vous n'aurez pas d'enfant, vous serez en chaise roulante. On m'avait même dit, vous avez le ventre sec. Donc, non seulement vous avez une petite fille, mais en plus de ça, vous remarchez. Je redanse. Vous redansez. Ça veut donc dire que vous êtes maintenant parfaitement à l'écoute de votre corps et de ce qu'il a envie de vous dire, en disant non, attention là, tu vas trop loin. Hop, hop, hop. Donc, on recentre. Machin. Et c'est ça que vous apprenez aux autres ? Non. Non. Moi, ça, c'est mon quotidien. Votre façon, c'est mon expérience. C'est votre Je le raconte quand c'est le moment, quand on me le demande, ce qui est assez rare finalement. Parce que quand j'ai quelqu'un en consultation, je lui parle de lui et pas de moi. Ce que ça m'a apporté, c'est je vais le dire, une toute-puissance. J'ai une puissance de vie incommensurable. Et quand je reprogramme, ça va très très vite. Pour vous parlez ? Pour tout le monde. Pour tout le monde ? Ça, on parlait de méthode. Dès que j'ai commencé à recevoir des gens, j'ai vu à quel point ça allait vite, c'était fort. Ça m'a fait peur. Et encore aujourd'hui, quand j'ai les retours de certaines situations sur lesquelles j'ai travaillé en amont et qu'un dirigeant me dit « Oh là là, l'équipe de telle marque, il s'est passé ça, ça, ça ». Même moi, je suis encore étonnée. Mais parce que c'est pas moi qui fais. Moi, j'ai l'impression d'être un mécanicien qui appuie sur les bons boutons. Et comme j'ai aiguisé mon canal et mes perceptions toujours davantage, pour moi, c'est une évidence. Je peux profiler dans n'importe quel état, n'importe quelle heure, sur un coin de table en dormant. Et ça, c'est ça que j'enseigne. Donc, dans les journées d'expérience alchimique, je fais traverser la transformation aux gens qui viennent. C'est vraiment c'est comme un vortex qui accélère le processus de la personne qui vient traverser le vortex.
Donc moi, je suis un guide. Et l'énergie qui me traverse augmente le taux vibratoire tout de suite et de manière très puissante. Donc ça décoiffe, voilà. Ce qui serait intéressant de savoir, est-ce que vous devez en avoir évidemment des avant-après. C'est-à-dire que les gens qui viennent et qui vous consultent oui. Viennent avec une problématique sans doute, oui. voire une problématique psychologique, physique, émotionnelle, peu importe, et repartent sans doute avec un avant-après, une transformation pour le coup. Vous avez des exemples ? Alors déjà, je travaille à l'aveugle. Moi, je n'ai pas du tout de discussion avec mon client avant. D'accord, il n'y a pas la fameuse anamnèse dont on parle, il n'y a rien de tout ça. Ni photo, ni âge, ni fonction. Il y a parce que je fais des consultations en particulier, et que du bouche à oreille. Donc les gens m'écrivent un SMS en me disant « Je voudrais un rendez-vous », je donne un créneau, je demande juste le nom, même si j'en ai pas toujours besoin. Si par exemple, là je suis en contact avec vous, si vous me demandez de profiler votre sœur sans me dire comment elle s'appelle, l'énergie va me diriger vers elle. Mais bon, les clients prennent rendez-vous par SMS et je fais leur cartographie avant de les appeler, le jour du rendez-vous. Parce qu'il y a ce qu'eux ont envie de travailler, et il y a ce qu'on leur a dit qu'ils devaient travailler, d'autres thérapeutes ou leurs conjoints. Mais moi, je vais me connecter à leur système inconscient. On l'appelle comme on veut, hein. À leur grande conscience, à leur âme, peu importe. Et ce qui m'intéresse, c'est pas de reprogrammer les feuilles les unes après les autres, les feuilles de l'arbre, c'est d'aller tout de suite à la racine, de voir la première problématique qui crée des symptômes bloquants dans leur existence. Et ça va créer des symptômes dans leurs relations professionnelles, amoureuses, à leurs enfants, etc. Mais ça, moi, ça m'intéresse pas, en fait. C'est pas que je m'en fiche de la vie des gens, mais chacun son métier, ça, c'est le boulot des psys. Moi, je reprogramme la base. Donc, je vais avoir une information, je vais écrire le nom, je fais tout en écriture automatique. Trauma, viol, 7 ans, donc j'ai des visions, j'entends, j'écris tout, et je vois des équations. Je vois la base, le trauma, ce que ça induit, est-ce que c'est transgénérationnel ? Est-ce que c'est un conditionnement socio-éducatif, par exemple ? Donc je vais avoir cette information-là. Je demande ce qui a déconditionné. C'est pour ça que je vous dis, j'ai pas de méthode. Là, je vous raconte comment je procède, mais oui, je fais que poser des questions. Il y a un process. Voilà. Moi, je pose la question, qu'est-ce qui conditionne cette personne, qui la bloque là, aujourd'hui ? Donc j'ai 2 mots, une phrase. Qu'est-ce qu'on doit reprogrammer ? J'ai 2 mots, une phrase. Et qu'est-ce que ça va donner ? Donc là, je vois ce que ça donne si on reste dans le conditionnement, c'est-à-dire des comportements colériques. Donc là, je vais décrire. Et quand on sort du conditionnement, avec la reprogrammation, quels potentiels sont mis en exergue ? Donc c'est pas une explication intellectuelle. Et je vais faire le compte-rendu au client. Dans la deuxième partie de la consultation, il me pose ces questions donc pour que je canalise au présent. Par exemple, j'ai besoin de changer de travail. J'ai des propositions. À chaque fois, je leur dis, ne m'en dites pas trop. Parce que moi, je vois toujours des équations qui vibrent pas. Voilà, c'est dans ce sens-là, je vous dis, c'est de la médiumnité. Et après, c'est une collaboration. Donc, la reprogrammation est en place, mais on a tous des vieilles chaussures trop petites. Ça, c'est nos conditionnements, que notre mental, il va nous resservir. Et on le sait, je vais pas parler pendant 10 ans de physique quantique, mais l'œil de l'observateur fait quand même que la molécule change de comportement. Donc, à partir du moment où il y a une reprogrammation, où il y a l'intervention de mon regard sur l'énergie de quelqu'un, le mental a pris un coup de projecteur et est débusqué. Donc, il va revenir avec ses gros sabots et ses vieilles chaussures trop petites. Donc, il va tester le client. Donc ça, je l'explique. Après, c'est à la personne d'être observatrice, d'avoir cette vigilance de dire, là, cette situation que je vis depuis 20 ans est à nouveau présentée, mais je me suis reprogrammée. Et je les remets dans leur responsabilité. Ils veulent devenir libres, ils ont pris la responsabilité de faire une reprogrammation, ça demande du courage. Donc autant qu'ils aillent jusqu'au bout, qu'ils restent maîtres d'eux-mêmes. Et là, c'est vigilance, c'est gestion mentale, c'est discipline au quotidien, donc c'est pas des coups de baguette magique. Et donc, il doit entretenir cette reprogrammation. Et dans les feedbacks que j'ai, c'est
Ah bah c'est fou, hier, je me suis disputée avec mon patron. Toutes les autres fois où c'est arrivé, j'ai tapé sur la table, j'ai claqué la porte. Là, je sais pas pourquoi, ça m'a rien fait. Je suis restée tranquille, zen. Et la reprogrammation, en tout cas, les feedbacks que j'ai depuis 12 ans, c'est ça. Et ça, même sur moi. Et ça, l'exemple que vous donnez, c'est sur un état émotionnel. Sur un état physique. Physique. J'ai mon exemple. Vous, évidemment. Oui. Mais... J'ai pas forcément les feedbacks parce que comme je travaille sur la racine de la reprogrammation, comme je vous ai dit tout à l'heure, les symptômes, ils sont divers et variés. Donc, quelqu'un qui a un problème de santé physique, qui est symptomatique, symptomatique par exemple d'un stress. Moi, je vais aller travailler sur la source du stress. Donc, si j'ai pas de suivi pendant 2 ans ou 1 an, je ne sais pas si la personne a réglé son problème de genou, sauf quand elle revient. Et je m'y intéresse, enfin, c'est pas que je m'y intéresse pas, mais je vous ai dit, j'ai pas fait de recherche, j'ai pas cherché à prouver. Et je suis toujours partie du principe qu'en travaillant bouche à oreille, tant que les gens viennent, c'est que ça leur fait du bien. Bien sûr, ça leur fait du bien, bien sûr. Sur un symptôme ou un autre, d'ailleurs. Mais quand on parle de reprogrammation épigénétique, on se dit, est-ce que sur des pathologies lourdes, vous pouvez intervenir ? Oui, et c'est déjà, ça, pour le coup, c'est déjà prouvé. Il y a plein d'études qui ont été faites, que je pourrais pas citer, parce que je suis pas moi, je travaille en plus, j'ai une intelligence dynamique, donc je ne retiens pas grand-chose. Je suis vraiment une antenne. Je sais même pas ce que je vous ai dit il y a 2 minutes, d'ailleurs. Il y a plein d'études qui ont été faites. ChatGPT pourra vous les sortir sur le stress prénatal, sur les cancers, sur toutes les maladies inflammatoires et chroniques. Et puis, on le sait tous qu'avoir une vie saine influe sur notre santé. Évidemment. Là, ça va plus loin, l'épigénétique. Parce que c'est vraiment, il y a des marqueurs. Il y a des marqueurs biologiques qui sont prouvés, qui sont vérifiables. Et je trouve ça formidable. Donc aujourd'hui, et c'est ça qui est assez intéressant dans votre façon de procéder, c'est que on vous envoie un SMS, il n'y a pas d'échange. Non. Vous canalisez ce que vous avez à canaliser en écriture automatique pour faire un bilan de la personne. Vous œuvrez à ce moment-là. Oui. Et il y a un second échange. Et c'est là où vous donnez l'information à votre client. Oui. D'accord. Et éventuellement une troisième... Oui, il y a des gens que je suis... Certains, déjà les dirigeants, c'est des missions longues, toujours. Parce qu'on ne peut pas reprogrammer... je travaillais beaucoup pour Kering, notamment. Pour le PDG de Kering, c'est 70 000 employés. C'est une banque, hein, c'est ça ? Kering, ils sont dans le luxe. Dans le luxe ? Oui, c'est le groupe... c'est First Rank Bank. La First Rand, c'est une banque. Ouais, c'est ça. En effet. Ouais. Kering, c'est Gucci, Saint-Laurent, okay. Balenciaga, etc. Donc, pour reprogrammer autant de monde, et autant de relations, et autant de situations, il faut du temps. J'ai oublié votre question. Non, je m'étonne toujours. Ils acceptent que vous les citiez comme ça ? Oui, ouais. Je le ferai pas sinon. Oui, j'ai une autorisation écrite. Ok. Ouais. C'est toujours... Et certains n'ont pas accepté. Ouais. Ce que je conçois tout à fait. Oui, d'autres grands noms. Ouais. J'ai oublié votre question. Non, la question c'était ça. Non, il n'y avait pas de question nécessaire. C'était dans le process. Vous savez, moi je suis un 8. Hein, donc les 8, ils ont besoin de petit 1, petit 2, petit 3, petit 4. Donc dans le process, c'est échange d'SMS. Ah oui, ça y est, je me souviens. Vous canalisez ce que vous avez à canaliser. Voilà. Vous reprogrammez. Je fais le compte-rendu. Vous faites le compte-rendu. Vous reprogrammez précisément à la racine de ce que vous ressentez. Oui. En disant, pour moi, même si effectivement ensuite il y a des tas de choses qui sont susceptibles de venir, que ce soit émotionnel, sentimental, que ce soit ceci, cela, peu importe. Mais vous allez au cœur du réacteur, au cœur du système. Oui, je remonte en arrière. Je vais vous donner un exemple, c'est plus simple. Ouais. J'ai un client qui a un gros problème de genou. Et c'est notamment une personne qui a voulu continuer parce qu'il veut maintenant s'initier au profiling, à l'épigénétique, etc. C'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui viennent pour aller mieux et c'est tout. Lui, c'est le cas. Et son problème de genou, donc quand je questionne son système, pourquoi a-t-il mal au genou, je vois de la colère, des comportements impulsifs qui le mettent mal à l'aise dans toutes ses relations,
parce que c'est un hypersensible. Et vraiment, ça fait une équation qui remonte comme ça. Parce que c'est une hypersensible qui a beaucoup eu de la loyauté vis-à-vis de sa mère, parce qu'il a toujours ressenti la nécessité de la protéger. Et il ne savait pas pourquoi. Donc la première chose que je lui demande, dites-moi juste oui ou non, est-ce que vous avez eu la sensation de devoir protéger votre mère ? Oui, complètement. M'en dites pas plus. Après, on revient, parce que les gens peuvent s'exprimer quand même. Et je lui dis, votre mère a un secret. Et à 14 ans, elle a vécu une agression. Donc je fais attention à ce que je dis. Je raconte pas tout ce que je vois. Parce que faut être pudique. Oui, je veux pas être intrusive. Et alors avec les dirigeants, c'est encore plus. Parce que quand ils me font profiler des gens très connus du gouvernement, par exemple, avec qui ils ont rendez-vous le lendemain, je peux pas leur dire ce qui se passe dans leur lit ou il faut pas. Du gouvernement français ? Oui. Des politiques, y a des Emirates, il y a plein de choses que je peux pas dire. Et tant mieux. Okay. Donc, cet homme, je lui dis, votre mère a un secret et elle a été agressée à l'âge de 14 ans et c'est ça que vous avez toujours ressenti. D'où la nécessité de la protéger. Voilà, sans qu'elle le dise. Et le rendez-vous d'après, la semaine suivante, il me dit, j'ai parlé à ma mère de 84 ans hier. Et je lui ai dit que j'avais fait un soin avec toi. Voilà ce qui s'est passé. Et sa mère lui a dit « Merci, tu remercieras cette dame parce que ça fait longtemps que je veux t'en parler et j'ai pas osé. » Et ça, c'est récurrent. Donc, le type de feedback que j'ai, c'est plutôt ça. Et donc, vous avez œuvré sur une sorte de libération pour lui, pour le coup. Ah oui, c'est tout à fait ce que je dois faire. Déconditionner quelqu'un, c'est le libérer. Enlever les chaussures trop petites de la grand-mère, c'est se libérer. Et après, bien prendre conscience, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que ça n'est pas de l'acquis. Ah non. Ah mais même pour moi, je suis en vigilance permanente. D'ailleurs, quand je commence à avoir une petite douleur, qui je pense sont des douleurs fantômes, parce qu'au scanner, j'ai plus rien. Ça, je voulais pas préciser. Puisque j'ai passé quelques années en couple avec un médecin en rhumatologie. Après tout ça, c'était drôle d'ailleurs. Et j'ai refait des examens avec lui, et là, il n'y avait plus rien au scanner. Donc clairement, ça c'est vrai, une équipe de rhumato de l'hôpital d'Agen, et ils m'ont tous dit ça quand même on n'avait jamais vu. Mais comme je suis la seule, je peux pas dire ça marche à tous les coups, je sais pas, vous voyez. Mais quand j'ai des petites douleurs, je me dis là il y a un truc dans ma vie où je suis pas en place. Donc la gestion du stress, c'est du quotidien. Ce qu'on ingère, c'est du quotidien. Rien n'est anodin pour moi. Mais ça veut dire que tout votre cercle a changé alors ? Non, j'ai gardé des amis de l'époque qui sont pas branchés spirit ou qui font pas attention à ce qu'ils mangent. Mais moi, je suis pas fasciste, donc j'aime plein de types de gens. Donc ça veut dire que votre vie, d'abord physiquement, obligatoirement a changé du tout au tout parce que votre corps vous parle très clairement. Et deuxièmement, ça veut dire que vous avez tout changé dans votre alimentation, dans votre gestion du sommeil, gestion du stress, gestion de tout. Oui, parce que en me reprogrammant, déjà, j'ai découvert la joie de vivre. Parce que j'étais pas joyeuse. Et j'avais choisi une danse, un milieu, une politique de revendication. C'était pas par hasard. J'avais créé un studio pour créer ce lieu où tous les gens un peu marginaux, différents, pouvaient trouver de la bienveillance, de la compassion. Donc en fait, j'ai passé ma vie à essayer de construire ce que je n'avais pas eu. Bien sûr. Comme plein de gens, et tout ça dans la douleur. Donc j'ai découvert la joie, vraiment la joie de vivre, le rire, le plaisir, la douceur, la tendresse, puis avoir un enfant, ça a été le Graal dans tout ça. Je me perds souvent quand je parle avec vous. Non, c'est parce que je suis émue, je me remets. Non, mais c'est formé à quel âge elle a aujourd'hui ? 9 ans. 9 ans. C'est beau. Ouais, c'est beau. C'est beau. Elle connaît toute votre histoire ? Pas tout. Elle connaît. J'attends qu'elle pose des questions, en fait. Je lui réponds aux questions. Elle sait que je suis là. Elle sait qu'elle est médium, parce que ma mère est médium, mais ne le nomme pas. Mais elle moi, j'en suis sûre depuis longtemps. Voilà, puis ma fille, je l'élève aussi on est dans cette réalité. On est en France, on est dans un pays où
Moi, je suis pas perchée, hein. Et pourtant, je suis une transeuse de première. Je transe tous les jours. On a pas parlé de ça, mais... Vous dites d'ailleurs que c'est la troisième clé dans vos déclencheurs. Après, effectivement, le Padre Kepa. Vous parlez d'une clé que vous avez reçue lors d'une transe, c'est ça? Et vous je sais plus laquelle, parce que j'en ai fait tellement. Lors d'une transe et pendant la montée de... Ah, de Mafat. De Mafat. Oui. Alors, c'est quoi, ça? Mafat, c'est le volcan à La Réunion. OK. Et j'avais pas encore repris le sport à ce moment-là. Je marchais, donc j'avais plus de canne, j'avais eu mon enfant, j'avais réussi à ne pas aller dans un fauteuil roulant après l'accouchement. Donc j'avais passé 1 an dans la forêt et au bout de ces 1 an, je me retrouve à Mafat. Et j'avais donc 7 heures de montée avec des marches comme ça. Non mais... J'ai fini à 4 pattes. Hein. Vraiment, mais vraiment à 4 pattes. J'en pouvais plus. On était dans un refuge. On dormait dans un refuge. Et oui, j'étais en transe. Je pouvais pas finir cette randonnée sans être en transe. Je sentais plus mon corps. Donc là, j'ai compris qu'il y avait un truc à chercher là-dedans. Et donc j'ai étudié un peu. Parce que ça, c'est vraiment mon truc. J'étudie tout le temps. J'ai étudié le principe de la transe légère, notamment, en hypnose. Et j'ai compris que quand je recevais des informations sur les gens que j'avais en consultation, j'étais en état de transe légère, donc un état de conscience élargie. Alors, je sais qu'aujourd'hui, il y a des scientifiques, et pas que des scientifiques, qui appellent ça un état de conscience... Modifié, et on a encore... Dans un nouveau terme, maintenant, c'est, je ne sais plus lequel c'est, non ordinaire ou anormal. Je ne suis pas trop d'accord avec ce terme, parce que je suis convaincue que la transe est un état naturel. Quand vous conduisez et que vous avez votre liste de courses dans la tête et que vous êtes en train d'imaginer que vous allez aller dans tel rayon en premier et qu'après, il y a les gamins à aller chercher à l'école, c'est un état de transe, on est à plusieurs endroits en même temps. Donc, je me suis dit, quand je canalise... Je suis bien là, je suis avec mon client ou au téléphone. Souvent, je canalise en faisant autre chose physiquement. Du linge, je fais la cuisine. Oui, parce que mon corps, en plus, il a besoin de beaucoup bouger quand même. Okay. Je ne peux pas rester assise trop longtemps. Ça, c'est une des vigilances que j'ai mises en place. Donc, à Mafat, je me suis dit, OK, la transe me permet d'aller contacter des ressources que j'aurais même pas imaginées. Parce que je pouvais pas imaginer finir cette randonnée. Et on m'avait pas dit qu'elle était aussi longue. La personne qui m'a emmenée m'avait un peu caché le truc volontairement, parce que je pense qu'il savait que je pourrais me dépasser. Et la transe n'est pas un état où on va chercher la vérité, c'est elle qui nous trouve. Donc c'est un état d'accueil, c'est un état de... c'est une proposition où on dit à notre système, OK, là, tu peux ouvrir toutes les vannes parce qu'il va se passer plein de trucs. Écoute bien. Et c'est pas une perte de contrôle. Parce que moi, je fais des transes très poussées. Mon mental est toujours là. Hein. J'observe ce qui se passe. Parfois, je fais des transes de groupe. J'ai un peu d'ego, donc j'ai pas envie que mon visage... Je peux avoir des crises de tétanie. J'ai pas envie que mon visage se déforme parce que je veux pas que ça se voit. Mon mental peut contrôler ça sans problème. Mais par contre, il y a tout le reste aussi qui se met à vivre, à émerger. Et là, les ressources, les potentiels, la puissance, la force qu'on peut aller contacter dans cet état-là, pour moi, c'est la base. On devrait tous faire ça. Et c'est le thème du livre qui est en train de sortir, You are the process. C'est vraiment, on est notre propre processus. Donc avant d'aller chercher 1000 méthodes à l'extérieur, qu'on va en plus filtrer avec notre mental conditionné, de mon expérience que j'ai vue sur les gens, la reprogrammation et la transe, j'allais dire, c'est l'abécédaire, c'est ça? C'est l'abécédaire de la santé. Alors ça, effectivement, après, c'est pour ça que quand on parle des mots, et vous le dites, santé, guérison, c'est toujours un peu délicat. Oui, alors je sais que je vais avoir des problèmes. Non, vous n'aurez pas de problème, vous, hein, mais c'est toujours délicat, parce qu'encore une fois, et on revient à ce que vous disiez en début d'émission, on ne se substitue pas à un avis médical et à un suivi médical. Mais ça va ensemble. Mais ça va ensemble, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ça serait intéressant que la science, pour le coup, s'intéresse à la manière et le dont terme vous guérison, processez. on m'a dit plusieurs fois, ne dis pas ça dans les médias. Oui.
Mais bien sûr que si, je suis guérie. Moi, je suis guérie et je ne vais pas me dévoyer parce que ça fait peur à une communauté scientifique, rationaliste, matérialiste, donc ce n'est pas tous les scientifiques déjà. Ce dont on parle là, ça existe depuis la nuit des temps. Bien sûr. Voilà, donc j'ai rien inventé, je viens juste le réexpliquer aux Occidentaux à qui on ne l'a pas dit. J'ai beaucoup en tête, et notamment, je connais quelqu'un qui a une spondylarthrite ankylosante et qui dort 2 heures, et puis après, voilà, qui se réveille, puis qui redort, et qui fait des siestes, et qui essaie de... machin. Mais qui n'est évidemment pas du tout ouvert à ce dont on vient de parler. Et je trouve que c'est tellement dommage. Mais ces gens-là, cette personne, je vous ai dit tout à l'heure que j'impose pas mes croyances parce que je n'ai pas envie d'être pushy avec qui que ce soit. Et quand je travaille avec François-Henri Pinault, dans le boudoir de son bureau, il est intelligent, il est ouvert, mais on va pas parler d'anges et de guides, vous voyez. Donc cette personne dont vous parlez, parlez-lui d'épigénétique. C'est une science. Clairement. Et ça n'a rien d'ésotérique et de... Et quand on connaît son parcours de vie, sa mère, son père, etc., mais c'est obligatoire qu'il ait cette spondylarthrite. Son corps lui dit, mais il faut prendre conscience, quoi. Oui, c'est ça. C'est mon métier de le faire. Et c'est ça, c'est vraiment intéressant. Plus d'autres, évidemment, d'autres pathologies sur d'autres personnes. Fascinant. Donc le deuxième livre arrive ? Oui. Et le premier, il est là, en auto-édition. C'est votre histoire. Métaphysique d'essence, c'est l'histoire. Métaphysique d'essence. Avec, je crois, pas mal d'humour et de distance. C'est l'histoire de Caroline, une handicapée surdouée, sapio-érotique, marginale, et qui, comme Mario Bros, glisse et saute d'épreuve en épreuve avec un petit monsieur Constantin dans son esprit qui lui donne des conseils, jusqu'au jour où elle tombe malade et là, elle bascule dans une autre dimension. Et elle touche la grâce. Et vous venez de me mettre la musique de Mario Bros dans la tête. Ah, cadeau. Oui, c'est ça. Mario Bros, vous remarquez qu'à chaque étape, les épreuves sont plus difficiles, mais son sourire est plus grand. Et il saute plus haut. Je joue pas à Mario Bros, mais... Plus Jamais. Ah, jamais. Je n'ai jamais joué à Mario Bros. Je n'ai jamais joué aux jeux vidéo, d'ailleurs. Ouais. Ça ne m'intéresse pas du tout. C'est un univers qui me dépasse, même s'il y a du Mario... Il est là, d'ailleurs. Ah oui. Il y a un petit Mario Bros qui est là, mais bon. En tout cas, c'est la métaphore. Donc, le deuxième livre sort en ce moment, là, dans la semaine, dans les 15 jours. Bon, peut-être bien sorti, déjà. Est-ce que vous enseignez tout ça ? Oui. Parce que là, je suis convaincu qu'il y a des tas de thérapeutes qui ont envie de rentrer dans votre univers, quoi. Alors oui, qui traversent leur propre processus. Moi, c'est ça que je leur propose. Et en journée d'immersion, de groupe, qui s'appelle les Translight pour l'instant. Je verrai si je garde ce nom. Mais j'aime bien ce nom parce que le Translight, c'est l'écran qu'il y avait derrière dans les tournages de films. Un écran transparent sur lequel on projetait des images en noir et blanc qui étaient peintes à la main après. Parce que c'est la main de chacun qui fait qu'on rentre. Moi, je peux pas gérer votre processus. Mais je peux vous dire comment gérer votre processus vous-même. Et par voie de conséquence pour les autres ensuite. Voilà. Accompagner, en tout cas. Oui, et on peut le faire. On peut tous le faire. C'est vraiment, vraiment ce que je veux faire passer comme message. Mais c'est surtout que vous venez d'un univers qui est tellement aux antipodes de ça. Pourquoi ? À la base, vous n'êtes pas ce que vous êtes aujourd'hui. Non, mais on a tous une croissance, on Clairement. traverse tous des expériences qui nous font comprendre la vie. Évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que si ça fonctionne pour vous, oui, ça peut fonctionner pour tout le monde. Ah, bien sûr. C'est ça qui est presque agaçant. Pourquoi ? Parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'on attend ? Exactement, mais c'est pour ça que je suis là. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais qu'est-ce qu'on attend ? C'est pour ça que je suis là. Et vous savez, c'était très confortable pour moi, après une maladie, une carrière avec beaucoup d'artistes, des artistes écorchés vifs, de la gestion humaine, de passer à une deuxième carrière en shadow, à distance. Donc j'ai pu voyager, j'ai vécu dans plein de pays. Et je travaillais pour mes dirigeants qui me payaient grassement. Ils ne voulaient pas que j'ai un site internet. 0 dépense de com, rien. Pour moi, c'est un vrai sacerdoce et c'est un vrai effort que de
de me montrer ici, de m'exposer. Mais vraiment, je le fais parce que je peux pas mourir un jour sans avoir dit que ça existe et que c'est possible. Et au moins inviter les gens à traverser l'expérience. Vous êtes confortablement installé là ? Oui. Vous avez mal, non ? Non, là, je suis bien. Ça va ? Ouais. Et Et je suis traversée. Et quand vous faites 11, 12, 17 heures de vol, comment vous faites ? Je marche, je m'étire. J'ai plein de tips. Après, je me fiche pas mal du regard des autres aussi. Donc, si je dois faire un stretching dans un aéroport, je vais le faire. C'est pas très grave. Bravo, c'est beau. Et évidemment, on vous souhaite plein de bonnes choses. Je pense qu'évidemment, cette émission va être fortement commentée et parce que les gens vont vouloir savoir qu'est-ce que je dois mettre en place, qu'est-ce que je dois processer pour que je puisse avoir cette ouverture-là et puis être dans ce... J'emploie des mots qui sont sans doute pas les bons, mais... Voilà, que dois-je faire pour justement enrayer peut-être des schémas répétitifs ou des douleurs incessantes ou des choses comme ça qui polluent la vie, quoi. Alors, je fais des marathons de channeling alchimique où les gens posent leurs questions en ligne. Je l'ai fait quelques fois. Après, je l'ai pas organisé parce qu'encore une fois, c'est pas mon métier, mais je trouve que c'est assez efficace. Donc, les gens en ligne peuvent poser une question. Ou donner leur nom, et je vais leur dire ce que j'entends tout de suite. Et je suis très rapide en canalisation. Donc, sur un live de 30 minutes, je peux recevoir déjà pas mal de monde s'ils ont des questions à poser. Après, je peux aussi répondre aux commentaires sous la diffusion de l'émission, mais je ne sais pas jusqu'à quel point je pourrais répondre. Ça, c'est sûr. En termes de temps, d'énergie. Ça, c'est sûr. Merci infiniment, en tout cas, Sophie. Merci Bravo à vous, Marc. pour ce parcours. Embrassez la princesse. Oui. Bon. La vôtre aussi. Merci. Et puis, vous allez bien sûr commenter, comme toujours, avec bienveillance. On va vous mettre tous les liens pour entrer en contact avec... Ah bah non, il n'y a pas de lien. Si, vous avez un site quand même maintenant. Si, j'ai un site. Vous avez le site maintenant. J'ai un site et une adresse mail. C'est tout. Un Instagram. C'est pas vrai. Sophie Nice officielle. J'ai vu. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci à vous. Commentez donc avec bienveillance, partagez et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut à tous.